C'est l'enceinte de la série, quoi. Je rallume le micro. C'est-à-dire c'est Non, c'est bon, là, essaye de c'est bien, c'est bon, ça marche. Merci. Alors, cette voiture-là, quand je l'ai vue rentrer, pour moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je vous rigole, l'histoire de mon enfance. Mon père possédait ce véhicule-là. Bon, voilà, les premiers mois de ma vie. Et comme aujourd'hui, j'étais assez râleur étant bébé et je dormais très mal. Et ils en avaient tellement marre, mes parents, de m'entendre pleurer dans le truc, qu'ils se sont dit, on va l'emmener faire un tour en voiture, ça va dormir. Donc ce qui marche normalement relativement bien. Voilà, donc le côté anecdotique, c'est qu'il était à l'arrière, donc avec le landau, au détour du quartier là où j'habitais, et ça permettait de m'endormir, mais il fallait surtout pas tomber sur un feu rouge. Parce que dès que la voiture s'arrêtait, ça me réveillait, je commençais à pleurer. Donc voilà, c'est... Et ça a toujours été cette voiture-là avec couleur, parce que quand j'étais un peu plus grand, dans les années 10 ans, celle-là, c'est toujours après, c'est les études là, faisait du rallye national, en course de côte et différents. Avec ce véhicule-là préparé, avec les arceaux. Voilà, et puis de temps en temps, j'ai participé à la reconnaissance avec le casque à l'arrière, avec des paillettes. Je me rappelle encore de ce casque. Et je me accrochais entre les deux arceaux pour les reconnaissances. Bon, on ne fera plus ça aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait des souvenirs et cette voiture en procure des souvenirs et des sensations. Donc, 2002 TII, on nous précisera la finesse. D'accord. Donc, de 1972. Oui, je sais, je ne suis pas jeune. Alors, qu'est-ce que... Depuis quand tu l'as? Alors, c'est un véhicule que j'ai acheté, j'avais 27 ans. C'était une deuxième main, ça fait un petit peu évidemment maintenant. Donc c'est un véhicule dont je me servais couramment tous les jours. D'accord, pour la voiture du quotidien, voilà. Pour aller au travail, tout à fait. Mes filles étaient à l'arrière aussi et dormaient, surtout qu'on faisait des très longues randonnées. J'ai fait en 1981 Rennes-Marbella d'une traite, 2400 km. Donc autant dire que les enfants dormaient bien derrière. Ils avaient un bon sommeil. Avec des grosses angoisses parce que comme le réservoir est tout petit là-dessus, il fait 45 litres. C'est déjà pas mal, mais c'est peut-être plus la conso. Mais en Espagne, les stations, à l'époque, elles étaient tellement espacées que c'était un stress permanent de trouver de l'essence. Qui plus est, n'existait pas en super. Il n'y avait que de l'ordinaire en Espagne à cette époque-là. Ah oui, du tout. Elle a bien voulu aller jusqu'au bout et me ramener, mais c'était un peu limite quand même. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai arrêtée en 83, que j'ai stockée chez moi. Et puis, avec le Covid, je me suis décidé à la rénover, à la remettre en place. Il y a eu beaucoup d'effets Covid. Oui, pour les bricoleurs, ça a été des années intéressantes. Ouais, le été de prendre le temps, et voilà, et d'aller au bout de certains projets qui étaient bloqués depuis des années. Et moi, pour l'anecdote aussi, l'aspect Covid, j'ai acheté un moteur en casse et j'ai démonté avec les enfants pour leur montrer parce que c'était un moteur thermique, on a tout découvert. C'était pédagogique là. Comment dire, l'important c'était de se réunir en famille, au moins faire quelque chose en commun aussi, c'était pas mal. Tout à fait. Alors, j'en ai profité lors de la restauration pour lui rajouter quelques éléments qu'elle n'avait pas d'origine. Voilà, petite personnalisation. Voilà, une petite préparation, donc avec un arceau, non pas soudé mais boulonné pour pouvoir tout est réversible, parce que je voulais absolument que ce soit réversible. Donc un arceau boulonné, une caisse rabaissée, de peu, mais suffisamment pour que ça soit, oui, puis que gîte un peu moins dans les virages aussi. Donc une petite préparation moteur avec un arbre à cam un peu pointu, d'où la difficulté du démarrage à chaud tout à l'heure. Côté réglage. Elle me le fait systématiquement, le démarrage à chaud toujours problématique. Jusqu'à présent, j'arrive à partir avec. C'est quand même une bateau de c'est celle qui avait le PDG. Et voilà. Et l'intérêt de cette petite préparation, parce que
Côté esthétique, elle a un look formidable. Le moteur est optimisé. On a mis les arceaux pour rigidifier à l'arrière, etc. Est-ce qu'il y a une nouvelle chaîne du coup? Oui, ça fait quelques fois, bien sûr. Je suis un habitué, un peu moins maintenant, vu mon âge, mais j'ai été un habitué des circuits régionaux, Montréal, bien sûr, Bretagne, le classique, voilà. Le Mans classique également, etc. Donc là maintenant, oui, Montlhéry aussi, j'ai encore le macaron. Avec ses pistes. On a bien conservé tous ces stickers. Hein. Ouais, bah oui, ça classe la voiture. Voilà. Mais je vois aussi peut-être que tu as enlevé toutes les vignettes de l'époque. Hein. Parce qu'à l'époque, dans les années 70 et après, on avait le droit chaque année à notre vignette. Oui, aujourd'hui, les nouveaux permis, les jeunes producteurs ne connaissent pas ça. Et on voyait souvent sur ces modèles-là, en fait, tous les stickers, les vignettes qui étaient stimulés sur les pare-brises. Et on voyait plus grand-chose. Mais je les ai toutes. Elles conservées dans le véhicule. Oui, je les ai toutes. Donc l'avantage un peu atypique de ces modèles-là, c'est qu'on est encore à l'époque du chrome. Les années 70, on va retrouver du chrome un peu partout, c'est valorisant. Oui, c'est beau, ça fait trop beau, mais c'est joli. Voilà, mais ça permet, donc on en trouve partout, les entourages, les gouttières, les custodes, les poignées, les baguettes latérales, enfin bref, on en trouve partout, du pare-choc, les entourages de porte, de pare-brise, etc. On a des jours chromés un peu partout. Encore une fois, dans les années 70, on se retrouve avec des rétroviseurs que d'un côté. Oui. Le luxe, c'était d'avoir côté droit, mais c'est arrivé un peu plus tard. Oui, mais c'était une option. C'était pas une option sur la Touring, puisqu'elle avait un nom, donc l'obligation d'avoir un rétroviseur à droite. Et en fait, les Touring ont toutes eu leur rétroviseur droit démonté pour être mis sur les gauches. Oui, vu que ça pouvait se monter en lieu de place, voilà. Autant en profiter. Donc à l'arrière, on a les vitres en custode qui s'ouvrent. Oui, qui s'ouvrent de 3-4 cm. Voilà, c'est ça. Ça permet d'aérer. Ça permet de ventiler un petit peu pour ceux qui sont à l'arrière. Bon, avec les arceaux, c'est quand même plus dur d'avoir. Oui. Là, peut-être qu'ils sont montés à avoir des places à l'arrière. Sachant que c'était. Si, parce que la barre transversale est amovible. D'accord. Je l'ai rendue amovible justement pour pouvoir éventuellement monter à 4 là, au usage routier. Est-ce qu'on va pouvoir faire profiter des ouvrants et ouvrir les portes? Bien sûr. Coffre, capot, on va faire le 360 habituel. Alors Jacques, il va pouvoir nous éclairer. 2002, pourquoi 2002? C'est par rapport à la série. On a eu quoi, les 1800, 1900, 2000? La série, c'est plutôt 02. Après, il y a eu les 62, 1802, cylindrée du moteur, 700 cm pour les 62, 1800 pour les 1802. Il y avait encore une logique. Il y avait une logique. Il y avait encore une logique dans les appellations et les chiffres. Après, elles sont toutes en carburateur, sauf les TI qui sont en double carburateur, Solex. Qui ont une mauvaise réputation, qui en fin de compte sont des carburateurs relativement fiables. Peut-être un petit peu plus difficile à régler que les Weber. C'est peut-être pour ça que la réputation est juste fait là-dessus. Tout à fait. Et donc en fin de course, donc l'injection, la TII. Alors c'est ça de I. Pourquoi de I Il y avait déjà un TI. Oui, tout à fait, pour la différencier de la TI déjà. Puis à l'époque, on aimait bien les TI, les Touring, les termes un peu génériques. Au sportif, il faut ajouter une touche en plus à la version touriste. Pour ça, c'est pour ça qu'ils ont rajouté. Donc, la puissance de la T2i, c'est la 130 chevaux. D'origine, 130 chevaux. Et avec la petite préparation. Je ne sais pas, je ne l'ai pas passé sur le banc, mais il y a, je dirais, une dizaine de chevaux gagnés grâce à la Racam et une autre dizaine gagnés grâce à la ligne inox. Pour la faire un peu plus respirer. Mais elle a pas, je ne l'ai pas testé, hein. J'ai fait très peu de kilomètres en fait dans la pluie. Ouais. Pas assez. C'est normal, hein? Ah oui, je cherchais ça. Je débranche ma batterie et à chaque fois que j'utilise pas. Il y a la clé qui arrive. Et la clé reste là. Voilà.
Alors moi, là, elle est où la valise à clé BMW traditionnelle? On l'a trouve dans le coffre, il y a déjà dans cette génération-là? Il y en avait traditionnelle. Sous forme de pochette, comme pour les motos. D'accord, en pochette avec la lanière autour. Tout à fait. Je sais pas si je l'ai dans c'est peut-être plus dans les années 80 où on l'a fait intégrer à partir de la E21, donc la série d'après, et surtout les E30, où là on retrouve les caisses à outils dans la malle arrière. Alors les grosses aussi, hein. Bon, c'est resté dans la tradition de la marque. Où même c'est assez cherché d'occasion. La plupart des personnes qui cherchent à acheter ces voitures-là, il pose toujours la question est-ce qu'il y a l'outillage d'origine? C'est vrai. Ah, c'est la petite touche. Alors il y a deux raisons, parce que les outils peuvent servir à autre chose. Et la deuxième, c'est qu'en général, au bout de 10 ans, les outils sont complètement rouillés. Donc si on ne prend pas le soin de les enlever, pour les conserver, eh bien on retrouve des outils complètement rouillés. Il y a certains modèles où BMW fournit encore cet outillage. Alors, sur les gammes récentes, je ne veux pas. Non. Ça peut pas être grand quand même. Ouais, faut un peu baisser la tête. Un peu baisser les positions de produit. Oui, elle est relativement agréable. Bon, après, il faut pas être trop petit quand même. Parce que sinon, on a le volant un peu. Ouais, en termes de réglage, il y a des limites au réglage malgré tout. Tout à fait, il n'y a pas de réglage en hauteur. Bon, là, on a quand même des sièges. Alors, ce sont des sièges Recaro qui ne sont pas d'origine, mais qui vont bien pour. Les ancrages et. Oui, tout à fait. Le volant, donc, c'est un volant Motolita qui est un accessoire d'époque. Les jantes sont des jantes d'époque également. Ce sont des jantes Chromodora en magnésium, très très légères. D'accord, pas trop fragile. Très fragile. Voilà, magnésium, faut pas prendre des nids de poule. Non, il vaut mieux éviter, ou un coup de trottoir et c'est fini. Ouais. Oui, je vous invite à regarder l'intérieur. Donc l'intérieur, le tableau de bord d'origine. Le tableau de bord est d'origine, tout à fait. Et le kilométrage, c'est à la 123 000. 123 000. Ouais. C'est bien. C'est pas mal. Donc voilà, super intérieur. Je peux m'asseoir? Bon, on reste quand même sur des combinés qui sont déjà même pour l'époque assez bien complets. Hein. BMW a été l'un des premiers constructeurs à avoir des tableaux de bord assez riches en termes d'informations. Oui, c'est complet. C'est complet sur toute la gamme, hein, d'ailleurs, sauf le contour qui est réservé aux versions dites sportives, version TI, T2i, et éventuellement en option sur les autres modèles. Et sur les autres modèles, c'est remplacé par une horloge. Voilà. Boîte vitesse, une boîte 4, alors 5. ce n'est qu'une boîte 4, voilà. Ce n'est pas une boîte 5 inversée. Et le pont, c'est pareil, c'est un pont. Le pont est d'origine, c'est pas un pont autobloquant. Alors le pont autobloquant, c'est volontairement que j'en ai pas mis un parce que je trouve que c'est vraiment trop marrant de la faire glisser de l'arrière. Ouais. Quitte à faire une prépa, autant que ça glisse à minima. Tout à fait. Niveau des carreaux. La petite manette qu'on voit sur le côté. Ça c'est la glissière. Le réglage avant, la glissière, tout à fait. Une belle préparation avec le petit extincteur obligatoire. Oui. La barre anti-rapprochement, vous l'avez rajouté? Alors la barre anti-rapprochement est récente, bien sûr. Je l'ai vu faire abaisser un petit peu, c'est bien aussi de rigidifier un peu le train. Tout à fait, ça fait. C'est presque nécessaire. Ça change le comportement exactement. Ouais. Alors après, il faut en trouver une qui passe. Parce que l'injection, elle est quand même au ras. Ouais, au ras, ouais. Donc là, pas question d'en mettre une en acier et cylindrique. Donc j'en ai trouvé une plate qui allait bien. Ouais, ça s'intègre parfaitement hein, au-dessus du moteur et des différents éléments. Voilà. Et puis les coups de la clé, il est pas mal quand même. Donc, la signature classique de BMW entre les haricots. Bon, aujourd'hui, sur les derniers modèles, c'est plus des manches toutes des haricots. Oui, ça devient énorme. Hein. C'est ça, d'accord.
on a ici sur ces modèles-là, c'est pas comment les quatre feux. C'était une option également à l'époque, hein, mais elle l'a eu dès l'origine. L'option 4 phares qui est en fait une option plutôt américaine. Puisque, pour les homologations là-bas aux États-Unis. Voilà, tout à fait. Mais on pouvait avoir cette option-là en France. Alors l'inconvénient, c'est que la calandre est en plastique. Donc en général, elles sont toutes déformées. D'accord, dans le temps. Oui, avec le soleil, elles se déforment. Bon là, j'ai réussi à trouver une paire en bon état. Donc on a le look et la signature BMW des calandres 4 phares jaunes. Ouais, oui, t'es resté au rose jaune. Jusqu'à le 30, on va dire. Hein. Les dernières 30 étaient encore avec ces fameux phares jaunes. Qui, pour la petite histoire, sont très jolis, mais les rien du tout. Ouais, c'est. Quand on est passé au blanc, on a vu quand même la différence de nuit. Déjà, ils sont jaunes, donc ça diminue la luminosité. Et en plus, là-dessus, ils sont minuscules. Donc de nuit, il faut avoir de bonne vue. Hein. Ouais, ou connaître la route. Ou rajouter des phares. Des longues portées. Ce que je n'ai pas voulu faire. Niveau rallye, des fois, effectivement, on voit les paires de longues portées devant, Marshall, généralement. Tout à fait. Hein, on retrouve dans cette époque-là. Donc ça m'a marqué aussi. Voilà. Donc je pense que a la vocation à durer chez toi cette voiture-là aujourd'hui. Tu dis pas. Je vais avoir du mal à avancer pareil. Depuis le temps, c'est sûr. Là, tu vas dire. Depuis 8 ans qu'on vit Voilà. ensemble. Et tu utilises assez régulièrement malgré tout aujourd'hui, ou c'est plus côté plaisir au week-end Non. Pour deux raisons. La première raison, c'est que autrefois, quand je travaillais, je prenais une voiture ancienne pour aller au boulot chez moi. Donc je faisais tourner mes autos. Je suis à la retraite, bien entendu, maintenant. Donc j'ai plus cette faculté de faire tourner mes autos. Et puis j'ai arrêté un petit peu aussi les sorties. Voilà, on se calme un petit peu, puis les envies sont différentes aussi. Tout à fait. Donc, alors je sais pas, enfin c'est pas forcément indiscret, enfin j'espère pas en tout cas, mais c'est des véhicules qui ont énormément de cotes. Ça reste assez recherché. Alors les BMW anciennes ont toujours été relativement peu chères. Et c'est vrai qu'il y a actuellement un engouement sur les séries postérieures à la 2002, hein, ouais. Surtout les E30 par exemple, qui ont pris une grosse cote depuis quelques années. Sur les 2002, ça monte parce qu'on en voit quasiment plus. Oui, il y a très bonne circulation maintenant. Voilà, elles ont toutes été dévorées par la corrosion. Donc ça remonte. La version T2i, c'est pas la plus cotée. La plus cotée, c'est la version Ulti, la turbo, qui est en fait une T2i auquel on a greffé le turbo. Hein. Sinon, c'est quasiment la même chose, à part les freins qui sont de diamètre légèrement supérieur. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Sur les freins, oui, alors, t'es équipé comment là-dessus? Alors, frein disque à l'avant, mais 4 pistons d'origine, et quand même pour l'époque une vraie performance. Et à l'arrière, des tambours, mais bon, ça sert à rien d'avoir des freins à l'arrière là-dessus. Parce que de toute façon, les roues est là, donc on freine tout sur l'avant, hein, c'est un peu comme une moto. Bah, en fait, même sur les voitures modernes aujourd'hui, on arrive encore à retrouver des voitures avec des tambours à l'arrière. Hein. Oui, tout à fait, bah, quand il n'y a pas de poids. Voilà, il n'y a pas de poids, et puis en sachant que de toute façon, moins de 70% du freinage se fait sur l'avant. Oui, tout à fait. Après, ça équilibre plus l'arrière qu'autre chose. Enfin, c'est plus des considérations financières qui font que certaines petites voitures ont encore des tambours. Oui. C'est pour gratter quelques dizaines d'euros en sortie d'usine. Voilà, tout à fait. Écoute, merci Jacques. Moi aussi t'applaudis. Hein. Merci à toi, franchement. Très belle voiture et puis encore beaucoup de belles balades. Je te remercie. Voilà. Là pour l'instant, je vais essayer de démarrer.